Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre la parole. Ça laissera le temps à tout le monde de se connecter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire. Il sera donc animé par le docteur Nanosdé, qui se présentera juste après mon intervention. Donc, ce webinaire portera sur la dentisterie digitale en 2020 et l'apport des outils numériques dans les traitements au travers d'un cas clinique. Et donc, il a été préparé avec Boréa. Je vais commencer par faire une courte introduction de la société. Donc, je me présente, je suis Margot Bachelery et je suis chargée de communication et de marketing à Boréa. Et pour ceux qui ne connaissent pas Boréa, nous sommes une entreprise française qui conçoit et fabrique une solution de prise de teinte numérique qui s'appelle Replica. Donc Boréa est une jeune entreprise qui a été créée en 2014, société française basée à Limoges. Et aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de personnes à travailler chez Boréa. Nous avons notre propre équipe de recherche et développement, et avec des ingénieurs, des doctorants en optique, en mécatronique ou encore en informatique. Et ce qui est vraiment important, puisque cela nous permet de tout développer, du hardware au software, etc. Et c'est notre force, puisqu'avec les retours de nos clients, nous pouvons constamment améliorer notre solution. Si vous voulez en savoir plus sur notre société, sur Boréa, je vous invite à visiter notre site web, donc www.borea.dental, où vous trouverez toutes les informations. Donc, à propos de ce webinaire, comme je l'ai dit, il sera présenté par Édouard Lanoisdé, qui est chirurgien dentiste basé à Nozay, près de Nantes. Concernant l'organisation de ce webinaire, il durera environ 1 heure, avec sûrement 2 sessions de questions-réponses. La première arrivera après environ 30 minutes et la seconde à la fin de ce webinaire. Nous avons également écrit un court sondage qui ne vous prendra que quelques minutes à répondre. Donc nous invitons vraiment à le faire. Ça nous permettrait d'avoir votre avis sur ce genre de présentation pour trouver de nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser ou bien d'autres formats de webinaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre à ces quelques questions. Je vous souhaite un très bon moment avec nous aujourd'hui et je laisse maintenant la parole au docteur Édouard Lanoisdé qui va se présenter. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Édouard, c'est à vous. Merci Margot. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire autour justement du digital. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le docteur Édouard Lanoisdé. Je travaille à Nozay, effectivement, comme disait Margot, c'est un petit peu au nord de Nantes, c'est un petit peu au sud de Rennes. Et je travaille donc dans un cabinet privé. Hein. On est 4 praticiens au sein du cabinet. Nous sommes des omnipraticiens. On fait un petit peu tout type d'actes aujourd'hui. En parallèle de mon activité libérale, j'ai la chance de pouvoir être attaché au sein du département d'implantologie du CHU de Nantes. Je suis issu de la fac de Nantes et j'y ai gardé une grande attache parce que j'ai fait un assistanat, moi, pour le département de prothèses. Et j'ai la chance aussi aujourd'hui d'être coordinateur du DU de restauration esthétique sous la responsabilité de François Bodic. Alors, vous voyez ici hein, le lieu où j'officie. Alors, je ne travaille pas, ce n'est pas mon cabinet, hein, l'ensemble de la structure, je vous rassure. On travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc, on est de nombreux professionnels de santé au sein de la structure. Donc, nous, on a une petite aile pour le dentaire. Donc, on est 4 praticiens. Et vous voyez, j'ai un cabinet dentaire, somme toute, tout ce qui est de plus normal, hein, avec des équipements en phase, avec une dentisterie du quotidien. Et c'est vrai qu'au-delà de cet équipement de base, j'ai aujourd'hui inclus dans ma pratique nombre d'outils numériques. Alors, vous voyez, par exemple, des outils de communication avec le patient, parce que je me suis aperçu que la communication était essentielle aujourd'hui pour l'adhésion du patient, pour sa motivation. On a besoin, au travers de cette communication, d'expliquer, de mieux faire comprendre par rapport aux attentes de nos patients. Et c'est vrai que le numérique est une grande aide pour ça. Alors, on va discuter au fauteuil avec le patient du plan de traitement. On va lui montrer hein, les étapes de réalisation au fur et à mesure. Et mon arme principale, hein, c'est mon scanner intraoral qui me permet aujourd'hui de digitaliser, commencer à digitaliser mon patient
pour pouvoir travailler de manière très précise et collaborer avec mon laboratoire de prothèse au quotidien. Donc, l'empreinte optique, les outils en fait, qui vont graviter autour de cette empreinte optique, on va maintenant pouvoir même scanner le visage du patient pour l'intégrer pour des traitements de réhabilitation esthétique. On va pouvoir travailler avec de la photo numérique sur du smile design. Et c'est vrai que l'autre gros avantage du numérique, c'est la capacité de stocker dans un tout petit endroit, un disque dur, une quantité de données qui est très conséquente. On peut même avoir accès via des portails sécurisés, via un cloud, à plein de données, et les faire transiter vers le laboratoire de manière sécurisée. Donc, vraiment, j'ai jamais eu autant de plaisir à travailler avec mon prothésiste et lui, je pense, avec moi, que depuis qu'on travaille au quotidien avec ces outils-là. Mais malgré tout ce confort, on a toujours des enjeux et les enjeux restent les mêmes. Il faut satisfaire le patient, il faut répondre aux attentes, il faut être capable d'avoir une restauration qui sera la plus discrète possible dans la cavité buccale. Et l'enjeu principal autour de tout ça, c'est la couleur. Alors, quand on regarde la sphère des couleurs, qui représente l'intégralité du panel des couleurs qu'on peut trouver dans la nature, on regarde la zone dentaire, on s'aperçoit que c'est toute petite, la Tooth Color Space, comme on le voit sur le schéma de droite, c'est une toute petite zone, qu'on appelle aussi la banane chromatique, plus vulgairement. Eh bien, dans cette zone, effectivement, même si elle paraît toute petite, on s'aperçoit qu'on a un très très large choix de couleurs qui vont s'imposer à nous, qui vont se proposer aussi pour pouvoir restaurer la dent. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de complexe. Et c'est vrai que au sein même du DU, quand on pose la question, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, la couleur revient toujours dans les principaux enjeux pour les praticiens. Si on demande l'avis au patient, on s'aperçoit que pour lui, c'est la forme, la luminosité, il va le décrire à sa manière, et la couleur. Tous ces paramètres sont les paramètres clés pour obtenir une restauration qui va satisfaire les besoins du patient. Donc, on va pouvoir travailler la forme de manière assez simple avec le scanner intraoral, on a des outils de copie, on vous montrera ça tout à l'heure. Mais la couleur et la luminosité, il va falloir avoir un relevé précis, il va falloir documenter pour pouvoir donner l'information nécessaire au laboratoire. Et quand on regarde l'organe dentaire qu'on doit reconstituer, là encore, effectivement, on a quelque chose de complexe. Jean-François Lasserre l'a très très bien décrit dans les 7 dimensions de la couleur. On va avoir le paramètre de luminosité, celui qui est perçu par notre patient, le paramètre qu'on appelle de chromacité, qui regroupe à la fois la saturation et la teinte elle-même, et on va avoir un paramètre de translucidité. Alors on le sait très bien, la translucidité va évoluer avec l'âge du patient. Un patient jeune aura des dents très translucides, puis progressivement, on va saturer l'ensemble, parce qu'on va perdre en émail. Donc ça, c'est un paramètre qu'on doit relever nous aussi. Après, on a des paramètres sur lesquels nous, on va moins agir, mais qui sont en lien avec la translucidité, qui sont les paramètres de matériaux. On a l'opalescence et la fluorescence. En fonction du matériau que l'on va choisir, en fonction du type de céramique, on n'aura pas les mêmes propriétés. Donc, on ne pourra pas escompter avoir les mêmes résultats, ou alors, il va falloir que notre prothésiste puisse adapter le matériau pour qu'on obtienne un résultat satisfaisant. Et enfin, si on respecte bien tous ces éléments-là, on va pouvoir ajouter un autre paramètre, les caractérisations, qui vont permettre de dissimuler cette restauration au sein de la cavité buccale. La caractérisation, ça va de la petite tache blanche à la fêlure, en passant par abraser un petit peu plus la surface à certains endroits pour vraiment, là, c'est vraiment rendre la plus discrète possible la restauration. On a un métier qui est ingrat finalement parce que nous, le beau chez nous, c'est ce qui ne se voit plus. Et c'est ce qu'on cherche à faire au quotidien. Donc, ces informations, si on doit un petit peu les structurer, on va toujours réaliser finalement une déclinaison de la couleur en parlant de la couleur du collet, puis ce fameux dégradé d'antinémaille, pour finir par la translucidité du bord libre. Ensuite, on va voir ces effets, ces taches blanches, ces petites fêlures, et enfin la structure de surface, la macro et la microgéographie, et enfin ce glaçage de la restauration. Alors, bien souvent, quand j'en discute avec des prothésistes, ils me disent oui, effectivement, on a une demande de structure, vraiment, c'est du polymiroir, c'est des structures très, très lisses. Simplement, quand on regarde une dent, qu'on la sèche en tapotant un tout petit peu avec un coton, on s'aperçoit qu'on va avoir une structure qui va être matifiée par endroits. On a la manière dont la dent va renvoyer la lumière, c'est une manière très, très complexe. On n'est pas face à un miroir, donc il va falloir adapter la structure. Et là, c'est vraiment le talent du prothésiste
qui nous permet de reproduire ces structures de surface et cet effet glacé. Pour illustrer un petit peu l'ensemble, vous le voyez ici, on va pouvoir en fait travailler avec une photo, par exemple, pour renseigner tout ça. En haut, la photo en noir et blanc va nous représenter la luminosité. Si on souhaite mettre en avant la translucidité, on va pouvoir forcer les contrastes de cette même photo. Et la photo en lumière naturelle, on peut même nous réaliser une cartographie de surface en reproduisant les éléments tels qu'on souhaiterait les documenter. Mais vous le voyez, on travaille avec 3 photos différentes, on va devoir jongler de l'une vers l'autre, la cartographie va prendre du temps aussi, donc on peut très vite devenir très chronophage en fait si on travaille autour de la couleur. Un autre moyen de refaire un relevé topographique, c'est l'utilisation de vernis de surface. Alors vous voyez ici, on voit très bien les reliquats des mamelons dentinaires qui vont creuser légèrement plus vers le bord libre, et puis ces lignes de croissance en fait qui vont être très dures à reproduire. Il faut vraiment une grande dextérité de la part du prothésiste pour obtenir ces résultats-là, et qui sont vraiment témoins de la dent du sujet jeune, quoi. Un autre outil très intéressant, à mon sens, c'est la lumière polarisée. Alors, polariser la lumière, en fait, c'est s'affranchir des reflets de surface. Donc, pour l'expliquer simplement, vous regardez un poisson dans l'eau, eh bien, polariser la lumière va vous permettre d'éviter d'avoir les petits reflets à la surface de l'eau. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire, nous aussi, en dentisterie, afin de mieux voir les teintes, mieux voir les effets en profondeur. Donc, vous voyez, entre la partie gauche de la photo et la partie droite, on est à gauche en lumière naturelle, à droite, on est passé en lumière polarisée. Et donc, ça permet d'avoir la quintessence de l'information et c'est très intéressant de pouvoir l'intégrer directement dans le relevé de la couleur. Et donc, l'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est mesurer la couleur. Comment obtenir ce résultat, comment trouver dans cette banane chromatique l'endroit qui correspond à la dent restaurée à mon patient. Alors, historiquement, on avait des premiers systèmes qui existaient, qui étaient des systèmes de colorimètres. Alors, les colorimètres avaient un gros défaut, c'est qu'ils ne balayaient pas tout le champ du visible en termes de couleurs, parce qu'on travaillait uniquement sur 3 couleurs, du bleu, du vert et du rouge. Donc, forcément, les trous qui venaient se positionner en intermédiaire faisaient qu'on avait un manque d'informations. Et donc, c'était bien pour dégrossir, mais on n'avait pas une information des plus fines. On a eu une évolution avec les spectromètres qui nous a permis finalement d'obtenir tout le spectre du visible, donc une information beaucoup plus exhaustive et donc forcément beaucoup plus qualitative. Et l'appareil dont on va parler aujourd'hui, le répliqueur, eh bien lui c'est un spectrophotomètre, c'est-à-dire qu'il va allier à la fois la photo, lumière polarisée, et la spectrométrie, pour pouvoir réaliser vraiment la cartographie de notre dent. Quand on regarde l'appareil, vous le voyez ici, en ce moment, on est quand même avec des mesures qui sont très très lourdes, depuis la reprise du 11 mai, avec les mesures post-Covid. C'est un appareil qui était déjà prévu pour être compatible avec des mesures d'hygiène. Il faut savoir que les chirurgiens dentistes sont en première ligne en termes de risque, mais en même temps, on était aussi en première ligne en termes de qualité d'hygiène aseptique au sein de nos structures. Donc, vous voyez, on a ces embouts qui vont être en contact avec la dent, qui vont être autoclavables. Donc, on va pouvoir changer d'embout entre chaque patient, les désinfecter proprement. On va pouvoir protéger aussi l'embout de l'appareil avec des gaines de protection à usage unique. Et on peut ensuite désinfecter l'ensemble avec une lingette. Donc, on est vraiment en phase avec des mesures d'hygiène qui sont tout à fait cohérentes aujourd'hui. Et je sais que mes patients sont très rassurés, très sensibles en fait, à toutes ces mesures qu'on a pu prendre, nous, depuis la reprise. Et donc cet appareil aussi, il a un avantage, c'est qu'il va pouvoir donc communiquer avec un logiciel. Alors, vous voyez ici l'appareil sur la base et on va avoir un lien vers le logiciel du répliqueur. Et ce logiciel va permettre de dresser une fiche de laboratoire, de reprendre la cartographie et de communiquer directement avec le laboratoire de prothèse. Donc, on travaille avec un spectrophotomètre. Alors, le fonctionnement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une lumière calibrée qu'on va envoyer au niveau de la dent. Et c'est le spectre réémis qui va être recapturé par le logiciel qui va permettre de déterminer la couleur. Alors, on va démonter un peu l'appareil. Donc, je ne suis pas un physicien, donc je ne vais pas non plus vous expliquer toute la théorie qui tourne autour. Mais
Rien que ce petit schéma permet de comprendre un certain nombre d'éléments. Donc, on a un capteur, on a des LED. Eh bien, vous voyez, on va décomposer le spectre visible. Ça va se faire en une fraction de seconde. Et quand vous voyez ici l'animation, on voit les différentes LED qui vont permettre vraiment de parcourir toutes les longueurs d'onde et avoir une information qui sera des plus complètes. Une fois qu'on a fait donc, le relevé, alors pour le faire, des petites astuces, un petit positionnement, on fait de la photo. Donc, qui dit photo dit netteté. Donc, quand on prend une photo, on essaie de ne pas bouger l'appareil photo. Donc là, ça va être de la même manière. Donc, on va prendre des points d'appui. Ces points d'appui, on va pouvoir les prendre tranquillement sur la gencive, parce que l'embout est en plastique souple, donc confortable. On va pouvoir s'appuyer doucement sur les dents adjacentes. Et le but, c'est d'être le plus perpendiculaire par rapport à la surface de la dent pour vraiment avoir un maximum d'informations. En plus, on a l'écran qui va nous renvoyer une vue réelle avec une petite croix de centrage qui nous permet d'ajuster la meilleure position qui soit. Donc, le menu de l'appareil. On a un menu avec, vous voyez, un petit appareil photo. On va pouvoir régler les paramètres, retrouver des fiches de teinte précédentes. Et donc, vous voyez au milieu le relevé tel que je le perçois à l'écran. On est en lumière polarisée. Donc déjà, on a un relevé qui va permettre d'avoir plus d'informations. Et ensuite, je vais pouvoir décliner la spectrophotométrie. Donc ici, j'ai la valeur moyenne pour ma dent. Ensuite, je vais avoir la zone de translucidité, que vous voyez en haut à gauche en noir et blanc. Puis ensuite, on a différentes cartographies qui vont se proposer. Une cartographie en 3 zones, donc les 3 valeurs moyennes, collet, zone médiane, bord libre. Cartographie en 9 zones, ou alors vraiment le mapping détaillé de la surface de ma dent. Si je souhaite communiquer et extérioriser ma fiche, je repose l'appareil sur sa base, la petite lumière bleue s'allume, montrant qu'on a bien la communication. Je lance le logiciel et vous voyez ici, je vais pouvoir communiquer avec mon appareil. Si j'ai plusieurs appareils au sein de la structure, c'est pareil, je vais pouvoir identifier les machines et communiquer avec elles. J'arrive ensuite dans l'import des fiches. Alors, chose très importante, c'est que les données ne seront pas perdues. Au bout d'un moment, on aura une proposition d'archivage de ces dernières. Et vous voyez, on a une traçabilité. On va pouvoir même exporter un PDF, on pourra réimporter dans le logiciel de gestion au quotidien. Donc, on aura vraiment un suivi vis-à-vis du travail réalisé. Si je souhaite compléter avec de la photo, là encore, je vais pouvoir ajouter de l'information, l'intégrer directement et qu'elle transite vers mon laboratoire. 2 options s'offrent à moi. Alors moi, effectivement, je prends plutôt l'option de droite parce que je fais de la photo pour ce genre de présentation, par exemple. J'aime beaucoup, moi, faire de la photo au cabinet et sortie du cabinet. Mais si vous n'avez pas tout cet équipement, vous prenez juste vos smartphones, vous téléchargez l'application et vous allez pouvoir faire un lien direct. Ces informations vont permettre de rajouter un cadre esthétique, par exemple, le cadre du visage, vont permettre d'avoir un plan plus large. Donc, on va en fait compléter l'information encore pour le laboratoire. Une fois que j'arrive dans la fiche, je vais avoir, vous voyez, un certain nombre d'onglets avec lesquels je vais pouvoir travailler. J'ai sur la droite de l'écran l'identification de ma dent de référence. J'ai ensuite, vous voyez, les photos patients que je vais pouvoir compléter, avec en plus une aide pour essayer de les ordonner de manière systématique. Et sur la partie gauche, j'ai la vue de mon relevé avec une cartographie. Je vais pouvoir en haut choisir les différents types de cartographie, simple vers la plus complexe. Je vais pouvoir même choisir le type de teintier vers lequel je travaille. Et bien sûr, j'identifie en permanence mon patient et le laboratoire vers lequel je souhaite envoyer l'information. Je vais pouvoir en fait échanger de teintier à volonté. Et ça, c'est un gros avantage parce que j'ai une table de correspondance qui a été établie en fonction des données fabricants, Boréal inclus, pour que finalement, ce soit extrêmement fluide. Vous voyez ici, j'ai le relevé en Vita 3D Master. Je vais pouvoir passer sur le teintier de chez Noritake, par exemple, ou bien repasser en Vita Classic Bleach si je suis en train de gérer un cas d'éclaircissement, par exemple. Et de même, si j'envoie l'information au laboratoire, le prothésiste pourra, de son côté, rechanger de teintier si nécessaire. Donc, l'échange vers le laboratoire, alors, 2 possibilités. Soit vous avez un laboratoire qui n'est pas encore équipé, mais vous souhaitez quand même lui envoyer une première fiche pour qu'il voit le résultat. Vous allez pouvoir rentrer ses coordonnées par mail. Deuxième option, vous pouvez trouver le laboratoire qui est déjà équipé ou demander à ce que le laboratoire soit équipé. Aujourd'hui, c'est l'équipement en logiciel pour le labo est gratuit.
Donc, ils ont juste besoin de contacter Borea et de faire le nécessaire pour faire l'installation. Et vous allez même pouvoir repointer sur la cartographie tous les laboratoires à proximité qui sont équipés si nécessaire. Et donc, vous voyez, hein, j'ai deux petits onglets qui me permettent de savoir quel type d'envoi j'ai réalisé. Le petit nuage, on passe par le cloud. Donc là, on maximise l'information. Et un envoi par mail qui va plutôt envoyer un format PDF pour synthétiser une grande partie de l'information. Alors, avant de passer au vrai cas clinique, hein, je vous fais une petite version rapide. Donc, vous voyez ici, on a besoin de restaurer la 6. Alors, l'avantage de l'appareil, c'est que comme l'embout est plutôt compact, je ne suis pas cantonné uniquement aux dents de devant. Donc, je vais pouvoir chercher un petit peu plus loin pour faire un relevé. Ici, pousser jusqu'à la 7 n'aurait pas d'intérêt parce que j'ai un gros amalgame. Par contre, ma prémolaire est la dent de choix parce que c'est la dent la plus proche finalement de la dent restaurée. Donc, je vais chercher à intégrer ma restauration. Donc, je vais faire mon relevé de la couleur. Donc, là, vous voyez l'édition de la fiche de laboratoire. Hein. On va préciser au laboratoire de la dent restaurée, les dates sur lesquelles on souhaite, le type de restauration que l'on souhaite entreprendre. Hein, parce qu'aujourd'hui, mon laboratoire me propose 4 gammes, par exemple, de zircones différentes. Donc, il va falloir que je choisisse laquelle je souhaite. Et donc, vous voyez, on part sur une restauration céramo-céramique. Je vais donner le niveau d'exigence en termes de stratification que je souhaite. Je vais renseigner aussi une couleur de moignon pour le laboratoire. Et puis, vous voyez à droite, en fait, il va avoir le choix en termes d'information. Soit il veut juste une information très simple, soit il veut pousser de son côté et avoir une information car il souhaite caractériser finalement énormément la dent. Donc là, on était parti sur ma demande, sur une zircone monocouche. Hein, on demande un maquillage et juste une stratification d'une couche de céramique. Donc, vous voyez le résultat, hein, la production du laboratoire, les caractérisations, et on voit effectivement, on devine cette couche de céramique qui a été apposée en One Touch. Et vous voyez le résultat en bouche. Donc, mon patient est satisfait. Effectivement, on est sur une gamme intermédiaire avec un résultat qui passe plutôt pas mal. Donc, surtout sur une 6, on a un résultat qui est plutôt convaincant. Alors, dès lors que l'on parle d'aide à la prise, au relevé de la couleur, c'est vrai qu'on me dit ah bah oui, mais j'ai mes habitudes, j'envoie chez le prothésiste, j'ai mon fonctionnement qui est bien rodé. Alors, effectivement, on a chacun ses habitudes. Et je voudrais quand même souligner quelques points. Alors, moi, déjà, mon laboratoire est à 1h30 de route, donc je ne peux pas envoyer mon patient facilement. Donc, déjà, cette option-là, j'étais obligé de l'éliminer. Et après, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas égaux par rapport au relevé de la couleur. Aujourd'hui, par exemple, moi, je pars avec un handicap, hein, parce que je suis un garçon, tout bêtement. Donc là, malheureusement, ce paramètre-là, je ne vais pas pouvoir le changer. Effectivement, mesdames, vous avez l'avantage pour un relevé de la couleur. Après, une autre étude assez intéressante sur la personnalité et l'état émotionnel qui vont influencer la perception des couleurs. Là encore, ce sont des éléments qui sont des éléments subjectifs que l'on ne va absolument pas pouvoir maîtriser. On a chacun notre propre personnalité. Et puis, on a un état émotionnel variable en fonction des conditions de stress, en fonction de la fatigue, tout ça. Donc là encore, si on veut une constance de résultat, on s'aperçoit qu'on a besoin d'objectiver l'information. Et tous ces appareils, ils ont été largement étudiés. Hein. Là, j'ai pris une étude qui datait de 2016, que je trouve assez pertinente, qui classait en fait 3 appareils qu'ils étudiaient, hein, l'EasyShade de chez Vita, le SpectroShade de chez MHT. Alors, il faut savoir que le SpectroShade n'est plus commercialisé aujourd'hui. C'était, je ne vais pas dire que c'est l'ancêtre du répliqueur, mais si vous voulez, Borea a développé son propre appareil. Le SpectroShade était un appareil qui était aussi un spectrophotomètre autrefois, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Et on a le Shade Vision X-Rite. Alors, X-Rite, c'est une société qui est spécialisée dans la colorimétrie, dans les relevés de couleurs. Ils sont très forts, notamment en peinture. Ils proposent un test de la couleur, vous pouvez aller le faire sur leur site pour évaluer votre performance. Et en fait, ce qu'il en ressort de cette étude, c'est que les appareils fonctionnent déjà. C'est un grand point positif. Mais voilà, on a une différence. Effectivement, on a un podium. Alors, pourquoi ce podium ? Tout simplement parce que on ne va pas avoir le même relevé, la même qualité de relevé. Et puis le SpectroShade, en fait, il faisait cette fameuse cartographie qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et cette cartographie, elle fait la différence parce qu'au lieu d'avoir juste un indice moyen ou un point d'information, là, on va avoir l'ensemble de la dent qui va être enregistré.
Alors là, on a parlé des paramètres qu'on relève, nous, hein, pour déterminer. Et maintenant, on a aussi les paramètres qui vont influencer le résultat. La teinte, c'est quelque chose, et la couleur, ce sont des choses qui sont effectivement complexes à appréhender, même si aujourd'hui, on arrive à bien les simplifier. Et l'objectif, c'est d'avoir un protocole qui soit bien cadré avec le laboratoire pour justement optimiser ces résultats. Et donc, à parler 2 minutes de la dent naturelle, hein, on a l'émail qui est facteur de la translucidité, donc la luminosité de notre dent. Et puis on a la dentine qui, elle, va créer l'opacité, donc la saturation. Et on sait qu'avec l'âge, progressivement, la dentine va augmenter en volume et l'émail, lui, va diminuer. Donc nos dents vont se saturer tout doucement, elles vont perdre un petit peu en luminosité. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on appréhende et qu'on appréhende déjà d'ailleurs au quotidien, même en l'ayant oublié, dans la manière dont on va travailler. Autre point important, c'est l'atteinte du moignon. Quand un prothésiste va devoir réaliser, vous voyez ici, on est sur la réhabilitation des 4 dents antérieures, et on a des substrats qui sont variables. Il va falloir que lui puisse homogénéiser le résultat, et pour ce faire, il faut qu'on lui donne l'information clé pour qu'il puisse lui travailler et anticiper ses valeurs. Vous voyez, en lumière naturelle, on a pris des teintes, des valeurs moyennes pour qu'il puisse se rapprocher au mieux. En ligne d'écor, clairement, je n'ai pas, hein, ce serait du ND100 hein, si on devait avoir la correspondance sur le teintier. Donc, il va par contre, avec la photo, pouvoir anticiper les choses et lui, chercher à dissimuler par rapport à la présence de métal. Quand je repasse en lumière polarisée, on s'aperçoit que même sur chaque dent individualisée, pour chaque facette que je vais demander, là encore, il va devoir travailler un petit peu au niveau du maquillage pour harmoniser le rendu de l'ensemble. Ensuite, le type de matériaux que je vais demander. Autrefois, seul matériau esthétique qu'on avait à disposition, c'était la couronne céramo-métallique. Alors, l'avantage, c'est qu'on opacifiait énormément avec le métal, mais inversement, il fallait qu'on recrée de la luminosité. Là, c'était un vrai travail complexe pour le prothésiste. Il fallait qu'il arrive, il fallait qu'il y ait déjà suffisamment d'espace pour recréer ça, et qu'il arrive à redonner artificiellement cette notion de lumière. Ensuite, on a toutes les gammes de céramique qui sont venues s'offrir à nous avec des armatures plus ou moins opaques, qui vont permettre d'avoir des résultats, mais il faut savoir qu'effectivement, si je travaille avec un disilicate de lithium, naturellement, c'est un matériau qui va laisser passer beaucoup la lumière, donc si j'ai un moyen qui est très coloré, ça va complexifier énormément le type de restauration à réaliser. Ensuite, l'épaisseur des matériaux, je vous le disais tout à l'heure avec la couronne céramo-métallique, moins je vais laisser de place à mon prothésiste, plus ça va être complexe pour lui de gérer en fait cette transmission. Donc on le voit ici, hein, plus on va préparer la dent, plus on va regagner en translucidité au niveau de ma dentine. Mais inversement, quand on regarde la coupe de droite, si je n'ai pas suffisamment réduit mon bord libre et qu'il est très coloré, comment vais-je pouvoir recréer un bord libre translucide? Ça va être extrêmement complexe. Alors là, je vous ai mis un petit article de Pascal Magne que je trouve vraiment très très intéressant sur les propriétés optiques des matériaux. On a la chance de travailler au fauteuil sous une lumière qui est parfaitement calibrée, qui a été codifiée, hein, on sait très bien tous les paramètres aujourd'hui, hein, on a un cahier des charges qui est très précis pour nous, ce qui nous permet d'avoir une ambiance lumineuse qui est constante, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Mais il faut savoir que nos restaurations, elles ne restent pas sous une ambiance calibrée en permanence. Elles vont varier hein, le type de lumière, lumière naturelle, lumière transmise, lumière fluorescente. Il va falloir que les matériaux, finalement, on puisse connaître leurs propriétés et puis choisir le bon matériau en fonction des indications. Quand on regarde là, les différents matériaux que Pascal Magne avait évalués, on s'aperçoit que celui qui sera le meilleur en lumière naturelle ne sera pas forcément celui qui sera le meilleur en lumière transmise, ni celui qui sera le meilleur en lumière fluorescente. Et quand vous regardez en bas à droite, on s'aperçoit même qu'on a des matériaux qui sont extrêmement fluorescents. Donc si votre patient il travaille en boîte de nuit, par exemple, il risque de revenir vous voir si vous faites un incisive centrale avec ce matériau-là, en disant « je ne suis pas très content parce que j'ai mes clients qui se moquent de moi hein. ». Effectivement, il aura une dent qui sera fluo sur son lieu de travail. Donc, il va falloir effectivement jongler avec ses propriétés optiques. Et là, c'est vraiment la spécialité du laboratoire de prothèse de trouver le matériau qui va s'adapter par rapport aux demandes et aux cas cliniques. Donc là, c'est une demande que j'ai faite auprès de mon laboratoire, justement pour vous montrer 3 disilicates de lithium. Vous voyez, hein, on est donc sur un matériau théoriquement qui est le même hein, sur ces 3 couronnes.
j'ai demandé la même teinte, le même niveau de translucidité. Et vous vous apercevez que finalement, on a 3 perceptions de la couleur qui vont être radicalement différentes. Si on pousse un petit peu plus loin par rapport aux propriétés optiques de l'organe dentaire, là encore, on s'aperçoit qu'on ne va pas avoir le même niveau de translucidité, la fluorescence, l'opalescence ne seront pas identiques. Mais ça veut dire que si je contrains mon prothésiste à utiliser un matériau, il va falloir que lui, il réadapte en fait son maquillage derrière ou la manière dont il va devoir le gérer. Donc, les prothésistes, ils ont leurs habitudes de poudre qu'ils maîtrisent pour obtenir un résultat. On comprend avec cet exemple-là tout à fait pourquoi. Et c'est vrai que les matériaux changent. Il y a une évolution du disilicate de lithium. Et on a encore ces propriétés optiques qui vont de mieux en mieux s'adapter finalement aux résultats que l'on souhaite. Et on va pouvoir encore mieux optimiser l'ensemble de ces résultats. Un paramètre très important aussi, parce que bien souvent, quand on discute, on entend des confrères qui disent « Ah bah oui, la teinte, j'avais oublié, mais j'étais en fin de séance, j'ai fait un relevé et puis c'était bon, ça va passer. » Bien non, je suis désolé de le dire, mais malheureusement, on va avoir une variabilité de la couleur de la dent au cours d'une séance. Là, vous voyez, c'est un cas. J'ai pris volontairement les photos sur une zone qui n'était pas une zone sur laquelle j'ai travaillé. On est sur des dents qui sont saines. Et vous voyez, en fait, entre T0 et T120 minutes, l'impact de modification au niveau de la couleur. Alors, je travaille sous champ opératoire pour ce cas-là, donc on voit très bien sur la canine la démarcation au niveau de ma digue. Mais il faut savoir que même si vous travaillez avec écarteur, coton et aspiration, vous allez assécher la dent et donc faire varier la couleur. Et que ce phénomène de variation de la couleur est extrêmement rapide, parce qu'il me semble qu'on est dès 10 minutes, on a une modification de la couleur de la dent. Enfin, le dernier paramètre sur lequel on va pouvoir travailler un petit peu, c'est la colle. Alors, la colle, c'est un excellent outil. Vous voyez, on a différentes gammes de teintes, un exemple ici. Mais la colle, elle ne va pas faire de miracle non plus. Donc, si on a un défaut de couleur, il ne faut pas s'attendre à ce que la colle puisse vraiment permettre de contrebalancer, de rééquilibrer l'ensemble. Par contre, on a un avantage aujourd'hui avec l'utilisation de la colle. Eh bien, vous voyez, c'est qu'on a des pattes d'essai, ce qu'on appelle des try-in, qui vont nous permettre de simuler un résultat. En effet, quand on pose une restauration directement sur la dent, on n'a pas d'intimité de contact entre la restauration et la dent. Donc, il va falloir créer cette intimité de contact pour avoir un passage de lumière qui soit vraiment réaliste. Donc, on pourrait le faire avec un petit peu d'eau, mais le problème, c'est que l'eau n'aura pas l'opacité qu'aura la colle. Donc, le fait de travailler avec ces pâtes d'essai va nous donner un reflet quasi réaliste de la future restauration une fois qu'elle sera intégrée dans la cavité buccale. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec tous ces outils pour vous voyez travailler et obtenir un résultat. Et bien, je vous dis bien roder votre protocole pour que finalement on systématise des choses et qu'on les fasse évoluer une par une ensuite avec le laboratoire de prothèse. Hop, je vous arrête, Edouard. Si vous avez des questions, alors je vous rappelle, vous avez la possibilité d'écrire dans le chat sur la droite de votre écran, ou bien vous avez un onglet qui est Q&R, questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser des questions si besoin. J'ai vu que le docteur Grégory Leroy avait levé la main. Donc, si vous souhaitez nous poser une question, c'est le moment. On va vous laisser quelques instants si jamais vous avez des questions. Après, pour rappel, on aura une deuxième session de questions-réponses à la fin du webinaire. Bon. Je ne vois pas de questions apparaître pour le moment. On va peut-être pouvoir continuer le webinaire et voilà, si toutefois vous en avez, n'hésitez pas, on le fera à la fin du webinaire. Voilà, donc là, Merci Mario. On a parlé beaucoup de théorie. C'est vrai que c'est bien d'être un théoricien, mais on est avant tout des praticiens. Donc, on va aller un petit peu plus dans le sujet à travers un cas clinique. Donc, ce cas clinique, ça va permettre de vous montrer un petit peu la manière dont je travaille aujourd'hui, moi, au sein de la structure, en fonction des cas.
Et j'ai volontairement choisi un cas qui est un cas unitaire, parce que ce sont les cas les plus complexes à traiter. Et on est chez un jeune patient, donc là encore, on a un enjeu qui est important. Donc, je vais vous parler du cas de Léon. Donc, Léon, il a 18 ans, il n'a pas de problème de santé et il vient me voir parce qu'il voudrait améliorer son sourire. Donc, ces consultations sont toujours très intéressantes parce que c'est une première consultation d'échange avec Léon, parce que qu'est-ce qu'il souhaite améliorer dans son sourire? Alors, il me parle tout de suite de son incisive latérale droite qu'il trouve trop petite et qu'il trouve finalement en disharmonie par rapport au reste de ses dents. Et donc, on installe Léon sur le fauteuil, on lui fait ouvrir la bouche, et là, effectivement, on s'aperçoit qu'il a une incisive risiforme. Donc, il a un défaut de forme, ça arrive, hein, et c'est vrai qu'il en avait vaguement discuté avec son orthodontiste, mais ça en était resté là, il ne savait pas trop quoi faire. Et là, il a choisi d'arrêter son traitement orthodontique parce qu'il est plutôt satisfait, lui, du résultat, et il souhaite maintenant qu'on travaille juste sur l'esthétique de son sourire, comme il me le dit. Et quand je regarde Léon, je m'aperçois aussi que il a 18 ans, il vient de quitter la maison et que le brossage est un petit peu à revoir, hein, parce que il est un petit peu traumatique, son brossage. Donc on va reprendre un petit peu aussi les mesures d'hygiène. Et Léon a la fâcheuse habitude, depuis qu'il est plus à la maison, parce qu'il est un peu stressé, de se ronger les ongles. Donc l'onychophagie, c'est notre grand ennemi, parce que ça a tendance à user les dents plus rapidement. Et là, on voit effectivement son bord libre qui a été un petit peu raboté avec le fait qu'il ronge ses ongles. Donc, quand on analyse les facteurs qu'on pourrait souhaiter modifier, effectivement, je reparle de ce diastème. Est-ce qu'il souhaite aller plus loin dans la démarche ou est-ce qu'il est satisfait? Donc, lui me dit non, non, c'est bon, ça ne me dérange pas en fait, cette partie-là. Je lui dis on pourra toujours revoir ensuite, hein, éventuellement. Ensuite, la forme de ses incisives. Lui, ça le gêne parce qu'il trouve que sa langue, elle râpe un petit peu dessus maintenant. Donc, je lui dis on va essayer de redonner un peu de proportion à l'ensemble. Et puis, on va traiter sa 12 parce que c'est le principal motif de consultation. Donc, on va commencer par, je vous dis, analyser. Donc, si je veux préparer cette dent et si je veux la reconstituer. Alors, partir sur une couronne, ce serait complètement déraisonnable parce que préparation périphérique, je vais me retrouver avec plus de volume. Par contre, la facette me paraît une très bonne option parce que la facette va me permettre finalement de combler le manque de volume, d'être économe en tissu dentaire et donc de retrouver l'harmonie de son sourire. Donc, mon plan de traitement, assez simple, composite sur 11 et 21, on va juste égaliser ces bords libres, en stratifiant quand même, et réalisation d'une facette avec mon laboratoire de prothèse. Je fais un petit aparté par rapport à la gestion des facettes. Alors, là, j'ai la chance d'avoir un moignon dentaire qui n'est pas coloré. Donc, je suis sur un cas, somme toute, relativement simple. Si jamais j'avais dû retravailler sur un moignon coloré, il aurait fallu que j'essaye d'augmenter l'épaisseur de ma facette. Mais inversement, avec des facettes, j'ai une épaisseur qui est limitée à 0,5-0,6 mm parce qu'il faut que je cherche à coller sur au moins 50% d'émail. Donc, vous voyez, sur un substrat coloré, j'ai à la fois besoin de beaucoup de place, mais j'ai très peu de place qui est disponible. Donc, dans ces cas-là, on a établi dans la littérature qu'on pouvait corriger une à deux teintes, pas plus. Si je veux aller plus loin, à ce moment-là, je passe par un éclaircissement. Pareil, je vais pouvoir quantifier avec mon appareil pour voir l'évolution jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui devienne finalement viable pour travailler. Et je vais pouvoir effectivement ajuster un tout petit peu avec ma colle. Comme on disait, c'est la correction de dernière minute. On ne va pas avoir un changement majeur de teinte. On va vraiment pouvoir corriger les toutes petites approximations si nécessaire. Donc, sur ce genre de situation, on est sur un traitement cosmétique. Avant de traiter, moi, j'aime bien enregistrer. Tout d'abord, j'enregistre la couleur, c'est le début de ma séance, et puis j'aime bien enregistrer la situation initiale. D'un point de vue médico-légal, ça peut toujours être intéressant. Et puis, ça va me permettre aussi d'expliquer à Léon les enjeux avec lesquels on travaille. Et vous voyez, sur le cas, par exemple, de Léon qui a un petit peu oublié sa brosse à dents, dirons-nous, ça va permettre aussi de le remotiver et d'améliorer son hygiène bucco-dentaire et qu'il revienne me voir régulièrement pour le suivi. Donc, vous voyez le flux là, qui a été édité par Borea. Donc, on commence toujours par le facteur esthétique, de la couleur, les photos, vraiment toute cette analyse en amont.
Pour ensuite passer au relevé dimensionnel. Donc là, ça va être avec mon scanner intraoral. Et ensuite, toutes ces données, je vais les envoyer de manière dématérialisée vers mon laboratoire de prothèse. Je n'ai aucune empreinte physique, aucun élément physique qui va quitter mon cabinet. Ça va permettre d'avoir une fabrication aussi dématérialisée en partie. Le procédé va pouvoir travailler en amont, me faire valider son projet avant de l'éditer, jusqu'à ce qu'on arrive à la phase de pause. Et on aura, grâce à ce travail, finalement, éliminé un certain nombre de facteurs d'échec potentiels. Donc voilà, mon relevé de la couleur. Vous voyez, je mets en place l'appareil. Alors, en étant pré-Covid, donc c'est vrai que je n'utilisais pas trop les gaines de protection à cette époque-là. Et si jamais j'ai un doute sur la manière dont j'ai fait le relevé, je peux multiplier ces relevés. Ils vont prendre une fraction de seconde. Donc, si je suis en mon apprentissage avec l'appareil, pourquoi pas faire 2 ou 3 relevés et puis vérifier lequel sera le mieux pour ensuite envoyer vers le laboratoire. De toute façon, je vais archiver les informations. Vous voyez, j'exporte ma fiche sur le logiciel et là, j'ai ma cartographie, comme on disait tout à l'heure, j'ai ma dent référente. Vous voyez, on a pu rajouter des photos en complément et je vais choisir vers quel laboratoire je souhaite envoyer le cas. J'édite ensuite, moi, ma fiche de commande. Donc là, je veux une stratification relativement poussée quand même. J'ai l'indication sur le type de prothèse. Là, je souhaite avoir une céramo-céramique. Je vais demander une armature avec un cutback et une stratification et en plus une caractérisation. Mon moignon est un moignon naturel et je vais prendre un relevé en plus du moignon pour informer le laboratoire. Et j'ai mes composites à réaliser. Donc là, vous voyez, je switch, je passe en référence Vita classique. Ça va me permettre de mieux sélectionner les teintes de composites avec lesquelles je vais travailler et d'anticiper mon montage. Parce que là, comme je suis sur un bord libre, finalement, stratification, je vais travailler avec des masses dentines, des masses émail, exactement comme le prothésiste va travailler avec des poudres dentines et émail. Donc là, on va avoir le même rôle, mais nous avec du composite. Et donc, l'importance aussi d'avoir le relevé de la translucidité, ça va me permettre de me dire, effectivement, là, je vais maximiser sur ma quantité d'émail, mais tout en ayant un objectif de couleur. Une fois que j'ai réalisé mes composites, je vais m'atteler à la préparation de ma facette. Donc, pour préparer les facettes, je dégrossis rapidement en préparation, toujours en supragingival. J'aime bien être à peu près 1 mm au-dessus du niveau de la gencive. Je mets souvent des cordonnets qui me permettent d'écarter légèrement ma gencive. Et ensuite, je vais finir ma préparation. Alors, pour finir ma préparation, j'utilise des fraises, un grain fin, qui vont me permettre de repasser au niveau de mes limites, de lisser la surface. Et j'aime bien finir moi, avec des inserts d'ultra finition qui vont vraiment avoir un travail tout en douceur. Je vais pouvoir moduler par rapport à la puissance de mes ultrasons. Et ça va me permettre d'avoir une limite qui sera des plus nettes, avec un nombre de coupes qui sera très précis, pour que finalement le joint de collage soit le plus discret possible. En plus, vous regardez, je descends tout doucement la limite de ma restauration là, pour être en juxta-gingival. Et ensuite, je vais utiliser mon champ opératoire pour écarter la gencive et obtenir une zone parfaitement visible pour gérer mon collage. Donc là, on est en fin de préparation. Vous voyez, on a une surface qui est bien plus lisse. Et je reprends mon scanner intraoral. Je vais gommer finalement la dent à restaurer. Et vous voyez, je vais refaire un enregistrement. L'empreinte qui va pouvoir partir vers le laboratoire de ma préparation. Et autre avantage du scanner intraoral, c'est que je vais pouvoir compléter cette information. Je vais pouvoir renseigner la limite de ma prothèse. Donc, si je renseigne la limite de ma prothèse et que moi, je la trouve parfaitement lisible, je pense que mon prothésiste n'aura aucun problème à lire mes limites. Il pourra éventuellement les corriger, les réajuster si nécessaire. Et vous voyez aussi, je vais pouvoir évaluer la quantité de substrat dentaire que j'ai éliminé pour préparer ma facette. Donc là, on est sur une épaisseur qui va être très faible. J'ai enlevé au plus large à peu près 0,3 mm d'émail. Et donc, je sais qu'au niveau de ma préparation, je suis sur une préparation qui sera purement amélaire dans ce cas précis. Et là, je vais utiliser aussi l'outil de relevé de la couleur de mon scanner intraoral pour pouvoir renseigner la teinte du moignon. Je vais toujours contrôler à l'aide du teintier. J'aime bien rajouter une petite photo pour renseigner le laboratoire.
Comme ça, je maximise mon information. Elle est, je ne vais pas dire qu'elle est exhaustive, mais j'essaie de m'en rapprocher le plus possible pour que mon prothésiste, de son côté, ait tous les outils nécessaires pour pouvoir me réaliser la meilleure des restaurations. Vous voyez ici la fiche de laboratoire hein, qui peut être éditée. Alors, je préfère envoyer moi la version cloud, comme ça le prothésiste vraiment garde toutes les informations et peut les reprendre et retravailler autant que nécessaire de son côté. Et vient la conception de la restauration. Donc, on va commencer par déterminer l'axe d'insertion de la facette par rapport donc, aux différents éléments. Ensuite, on va reprendre les limites et les corriger si nécessaire ou conserver les limites que j'ai indiquées moi lors de mon empreinte. Et on va chercher à modéliser la restauration avec un système de miroir par rapport à la dent contralatérale. On parlait de la forme dans la demande de nos patients. Ça va permettre plus simplement de gérer en fait cette forme pour pouvoir l'optimiser. Alors, bien sûr, on va devoir la réajuster par rapport à la dent et à la préparation, mais je sais déjà que mon prothésiste, de ce point de vue-là, va pouvoir se faciliter la tâche. Vient ensuite l'édition de la couronne. Donc, la couronne, en fait, il a été, la couronne, pardon, la facette. Comme on était sur des épaisseurs très faibles, en fait, il a imprimé un calcinable qu'il a ensuite repris en technique de tressé. Il a réalisé un cutback pour éliminer un peu de céramique au niveau du bord libre et restratifier derrière et ensuite maquiller l'ensemble. Vous voyez, hein, sur les zones les plus faibles, on est à peu près à 3/10 d'épaisseur. Donc, on est vraiment hein, sur une facette telle qu'on l'a décrit dans la littérature. Lorsqu'on regarde un petit peu l'intrado de la prothèse, là encore, on voit qu'il y a toute une partie qui n'est pas complètement soutenue. Et c'est sur cette partie soutenue que le prothésiste aussi a un enjeu en fait, de réalisation parce qu'il va falloir qu'on ait le même ajustage de couleur que sur la zone qui sera en contact avec le moignon dentaire. Donc là encore, l'informer sur l'atteinte du moignon, ça va être capital pour obtenir ce résultat. Je réceptionne, on essaye la facette avec une pâte d'essai et vient le moment de l'assemblage. Donc, moi, qui dit facette dit collage, qui dit collage dit champ opératoire, digue dentaire. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place une digue multiple. L'objectif pour moi, c'est de vérifier le bon positionnement de ma facette en ayant en visuel la dent contralatérale. Alors, sur un cas comme ça, c'est très facile de mettre en place la digue, tout simplement parce que j'ai des diastèmes, donc je vais pouvoir l'ourler très facilement. Je mets quand même un clamp pour me permettre finalement de repousser un petit peu plus ma gencive et d'être plus confortable sur le visuel de mon joint. On va conditionner les surfaces. Pour ce faire, on va commencer par sabler, donc avec de l'alumine 50 microns. Je suis uniquement sur de l'émail. Et donc, vous voyez, hein, on voit à droite cette zone qui est uniquement matifiée, qui montre que je ne suis que sur de l'émail. Et ensuite, je vais donc renettoyer avec un acide orthophosphorique à 37%. On voit hein, l'activité de l'acide avec l'apparition de ces petites bulles. Et on va laisser en place 30 secondes. On va ensuite rincer pendant au moins 30 secondes. Bien sécher les surfaces. Nous sommes sur de l'émail, donc j'ai besoin d'avoir une surface sèche. Et ensuite, je vais appliquer mon adhésif. Donc là, j'ai pris le choix d'utiliser un adhésif universel que je vais vraiment bien activer sur les surfaces afin d'obtenir un résultat et des valeurs d'adhésion qui soient optimales. Je vais ensuite charger ma facette en colle. Alors, dans le cas des facettes, j'aime bien utiliser moi, des colles qui sont uniquement photopolymérisables. Donc, on peut utiliser du composite fluide de restauration hein, qui sera tout à fait apte à être utilisé pour du collage. Alors, pourquoi utiliser ça? Donc, comme je vous disais, on va pouvoir retirer les excès parce qu'on a un temps de travail qui sera très sérieusement allongé. Donc, je vais pouvoir vraiment moi, travailler mon joint, enlever tous les excès de colle tranquillement. Et puis, derrière, je sais que j'ai une très faible épaisseur de céramique, donc je vais pouvoir parfaitement photopolymériser et obtenir une prise de mon composite. À droite, vous voyez une photo avec mise en place d'un gel de glycérine. Ça va me permettre de parfaire ma photopolymérisation. Toute la partie composite qui va être en contact avec l'oxygène ne sera pas photopolymérisée. On n'a pas finalement de passage à l'état polymérisé de l'ensemble en lien avec la présence d'oxygène. Donc, l'utilisation de glycérine va me créer une barrière à l'oxygène et va permettre, avec ensuite une photopolymérisation, de polymériser la surface de mon joint de colle.
ce qui va me permettre d'avoir sur du long terme un joint de colle qui sera beaucoup plus stable et donc de meilleure qualité. On est en fin de séance, donc vous voyez le résultat. Alors vous allez me dire, il ne s'est pas foulé, il n'a pas écarté la lèvre, alors qu'il nous a montré depuis le début la zone sur laquelle il a travaillé de manière détaillée. Bien, en fin de séance, il faut savoir qu'avec la déshydratation, on risque d'avoir un résultat qui sera loin d'être parfait. Et ensuite, avec Madig, je suis allé tracter les tissus mous, donc il va falloir qu'ils reprennent un peu leur position. Donc, c'est toujours bien de revoir le patient à 8 ou 15 jours. Voilà, les tissus ont repris leur place, la réhydratation a eu lieu. Et là, on s'aperçoit vraiment du résultat, de la qualité du résultat obtenu. Et donc, Léon, il est très content de sa facette, il est content de l'harmonie de son sourire qu'il a retrouvé. Moi, effectivement, à force de revoir la photo pour m'entraîner pour la présentation, je vois plein de petits défauts au niveau de cette facette. Et c'est vrai que ce n'est pas la couleur qui me dérange le plus. Je me dis que moi, j'aurais dû aller décaler un tout petit peu ma limite de préparation, que les lignes de transition, on aurait pu les gérer très légèrement différemment avec le laboratoire de prothèse. Et cette photo, moi, je l'envoie toujours à mon prothésiste pour qu'il voit le résultat, qu'il soit bon ou mauvais. Parce que ça va lui permettre de… déjà, quand on a un bon résultat, c'est plutôt gratifiant. Quand on a un mauvais résultat, on va pouvoir en discuter. Et l'objectif, c'est toujours d'analyser ce résultat. Et vous voyez, une photo, ce sera toujours qu'une perception clinique. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je peux aller au-delà de cette simple perception clinique? Eh bien, la réponse, c'est oui. Pour ce faire, je reprends mon répliqueur, je vais faire un relevé de ma dent, cette fois la dent où j'ai positionné ma facette, et on va analyser le résultat avec l'aide du comparateur. Alors, comme je disais, le comparateur, ça va valider un résultat, ça va m'aider dans les cas d'échec, savoir ce qui ne va pas, où est-ce qu'on doit appliquer des corrections. Et si j'avais eu nécessité de réaliser un éclaircissement, ça me permet de faire un suivi de l'éclaircissement et de voir si j'ai obtenu le résultat escompté. Donc, vous voyez, on va faire différentes acquisitions qu'on va pouvoir ensuite comparer entre elles. L'outil de comparaison, on va définir des zones d'intérêt. Donc, dans ces zones d'intérêt, vous voyez des rectangles, on a aussi possibilité d'avoir des formes elliptiques, des cercles. Eh bien, on va avoir un zonage. Et ce zonage va permettre de comparer donc, ma 12 et ma 22. Dans le cas précis, on s'aperçoit que dans la zone 1, quand on regarde le tableau en dessous, au niveau de la teinte, effectivement, 4M1, 4M1. On est pas mal. Zone 2, 3M1, 3M1. On est plutôt bon aussi. Par contre, au niveau du bord libre, là, effectivement, on a une différence, un M1, 2M1. Alors, je pense que c'est partiellement lié à la stratification, à la manière dont il a géré le cutback. Peut-être que si on avait un tout petit peu plus de dentine, finalement, à ce niveau-là, on aurait un résultat qui serait un petit peu plus proche du 2M1 sur ma facette. Néanmoins, on voit qu'on est vraiment bien dans les clous et là, de manière objective. Ensuite, quand on regarde sous l'onglet teinte, vous voyez, on a L, A et B. Donc, le L, A, B, ce sont des normes internationales. Et là encore, on va pouvoir analyser en fonction de coordonnées spatiales l'écart que l'on obtient, le delta E. Et donc, l'objectif de renseigner mon laboratoire vis-à-vis de ça, ça va être d'améliorer encore ce résultat, d'affiner encore ce qu'on va obtenir, nous, au quotidien. Donc, vous voyez l'outil simple, rapidement, on peut montrer au patient, vous voyez, on était là, on va vers là, voilà, votre éclaircissement a fonctionné, par exemple. Et cet outil, le delta E, c'est plus pour le laboratoire en disant, voilà, on a besoin de faire des corrections, on a besoin de remodifier légèrement, et bien sur quel point on va devoir travailler. Est-ce que ça va être sur de la luminosité, est-ce que c'est sur la saturation, tout ça. Et donc, on va pouvoir vraiment ajuster un résultat et améliorer ce dernier avec le prothésiste. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, je trouve, de pouvoir comparer de manière objective les choses. Alors, en conclusion, c'est vrai que vous avez vu, on a des outils maintenant qui sont vraiment formidables. Comme je vous disais, moi, je n'ai jamais autant échangé avec mon prothésiste que depuis qu'on travaille avec ces outils numériques. Mais c'est vrai que notre modèle d'inspiration, nous, c'est la nature. Il faut qu'on cherche à reproduire, donc c'est toujours un enjeu pour nous. Et le fait d'avoir un outil plus objectif, je sais qu'on va se rapprocher de la vérité. Et donc, finalement, comme le dit Victor Hugo, c'est ce que l'on doit chercher au quotidien. Voilà.
Donc, je vous ai présenté mon flux de travail du cabinet. Alors, est-ce que maintenant, vous avez des questions autour de ça? Et n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, comme l'a dit Edouard, merci beaucoup Edouard pour votre prestation de haute qualité. J'invite maintenant les participants à poser leurs questions dans le chat, que ce soit des questions sur le cas clinique ou bien sur l'utilisation du répliqueur. N'hésitez pas à poser vos questions et si toutefois vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, vous pouvez toujours nous les envoyer sur notre adresse mail contact@borea.dental. On peut attendre quand même quelques instants, voir si tout a été clair pour tout le monde ou si toutefois vous voulez poser vos questions. Eric Berger a dit que c'était très clair et qu'il n'y avait pas de questions, mais je vous invite quand même à poser vos questions, c'est le moment. Bon, alors pour le moment, je ne vois pas de questions apparaître. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer également par mail. contact@borea.dental. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et puis, si vous avez des questions aussi pour le docteur Lanoisier, on lui transmettra. On pourra faire suivre, il n'y a aucun problème. Voilà, parfait. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup, Edouard, pour ce webinaire. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On remercie également les participants d'être présents avec nous ce soir pour ce webinaire et on espère que ça vous a plu également. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous invite à continuer de regarder les réseaux sociaux et le site internet de Borea pour voir les prochains webinaires que nous organiserons. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.